Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue dans votre émission Faites de la Télé 3.0. Toujours très heureux de vous retrouver dans ce programme. Au menu, quelle utilisation faire des réseaux sociaux, le cas TikTok. Il y aura également le coup de gueule d'Armel. On va également parler musique avec DJ Boban qui nous fera l'honneur d'être sur ce plateau dans quelques instants. Et puis, vous le savez, l'actualité au Togo est fortement animée ces derniers temps, de la politique au social en passant bien naturellement par l'économie. Eh bien, beaucoup de sujets font couler l'encre et la salive au sein de l'opinion. Et pour décrypter un tout petit peu ces actualités, nous recevons sur le fauteuil rouge l'honorable Jerry Tama, président du parti politique Nouvel Engagement Togolais, le NET, et député à l'Assemblée nationale. Bonsoir, honorable. Vous allez bien? Très bien. Merci de vous installer. Merci de vous installer. En fait, la télé 3.0 commence maintenant. Voilà, encore une fois, bonsoir à vous et bonne fête Pascal à tous. Luc, Oui, Armel, Samuel, bonsoir. bonsoir, Bonsoir. Ça va? Ça va. Très bien. Ça va. On est dans la fièvre de la fête et on rend grâce à Dieu. Oh. Tout se passe bien. Très bien. Armel? Oui, tout se passe super bien. Comme l'a dit Luc, on est dans la fête pascale. Oh. C'est aussi un jour de, comme je dis toujours, de recueillement, de commémoration, de rétrospective, rétro-inspection et tous les retours que possible. Oh. C'est tout ce que nous avons fait la semaine. À Pâques. Oui, bien sûr. Non seulement c'est Pâques, c'est aussi dimanche. Donc dimanche, c'est un jour particulier pour moi. Très bien. Un jour tranquille. Voilà. Ok. Samuel? Oui, ma gloire, ça va de mon côté. En tout cas, moi, Le pianiste. justement, le matin, j'étais à l'église, je me suis fait en tout cas L'homme au plaisir. doigt d'or. Mais lorsque vous me voyez jouer, attendez, une fois, je reviendrai avec un piano ici et puis le tour est joué. Alors, je disais... On peut pas être à la fenêtre et se regarder danser. Merci, Luc. En tout cas, la résurrection de Jésus-Christ, nous souhaitons en tout cas un nouveau départ à tout le monde et bon, que les choses changent, quoi, surtout les mauvaises choses. Voilà. D'accord. Merci. Et avec nous, sur ce plateau, honorable Jerry Tama, président du parti politique Nouvel Engagement Togolais, député à l'Assemblée nationale. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Toujours. Très bien. Et ça se passe bien à l'Assemblée nationale? Tant que je peux parler, le reste, ça va. et on vous entend en tout cas, vous parlez souvent. Et très fort d'ailleurs. Quelqu'un a dit, Dieu m'a donné la bouche pour parler. Je ne serai pas le dernier à parler. Très bien. Vous comprenez qui? Qui veut comprendre? Ok, allez, très bien. On démarre cette émission avec le tout premier sujet. On va s'intéresser donc aux réseaux sociaux. Le cas TikTok nous interpelle. D'abord, Samuel nous dresse le constat ici et puis derrière, on en parle. Les réseaux sociaux ont eu et continuent d'avoir un grand impact sur la vie quotidienne du monde entier depuis leur avènement. Aujourd'hui, plusieurs plateformes ont vu le jour pour faciliter, entre autres, les communications dans les différents secteurs d'activité. Il faut ainsi dire que ces plateformes sont devenues de puissantes armes de communication. Les déclarations sur cette nouveauté radicale des technologies numériques, de l'information et de la communication proviennent majoritairement d'acteurs aux motivations souvent partisanes, comme plusieurs travaux ont pu le souligner à propos des dernières évolutions du web. Ces médias sociaux ne sont pas en reste. Pour les concepteurs, la plupart définissent clairement leurs objectifs et le contenu qui doit être publié sur ces réseaux. Mais il est regrettable de constater que certains utilisateurs font un mauvais usage de ces réseaux. Ils sont le plus souvent des scènes des actes impudiques.
Si nous prenons le cas du réseau social TikTok, nous nous rendrons compte qu'à la base, les objectifs fixés par les concepteurs ont été ignorés par les utilisateurs. Des contenus visuels qui exposent la plupart certaines parties du corps féminin, des vidéos sans message pertinent et autres. Que deviennent réellement les réseaux sociaux? Faudrait recadrer certaines personnes? Comment devra-t-on les utiliser? Suivons Magloire et ses chroniqueurs pour connaître leurs avis. Oui, nous sommes à l'heure du digital. Les réseaux sociaux, en tout cas, font partie dans le quotidien. Mais quel contenu devrons-nous publier? Quel usage on en fait, Luc? Moi, je dirais aujourd'hui, quand on parle de village planétaire, je crois que le digital ou l'outil numérique, les outils numériques nous permettent de nous inscrire pleinement dans cette assertion. Maintenant, ce qui est important ou ce qu'il faut savoir, c'est l'usage qu'on en fait. Et quand nous parlons de TikTok, c'est vrai, aujourd'hui, ça sert à beaucoup de choses comme la communication, et le marketing, pour ceux qui savent s'en servir. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas s'en servir, c'est un outil de dépravation. C'est là où on vend le mieux son corps, même si c'est un autre aspect du marketing dont on parle. Ça dépend de l'activité de la personne. Mais est-ce que c'est vraiment l'objectif premier ou le rôle qui est amputé à ce réseau social? Maintenant, il faut aussi voir au niveau de nos frères et sœurs, nos petits frères et sœurs, même ceux qui nous dépassent en âge. Il faut à un moment donné que les gens comprennent que quand on parle de TikTok, ce n'est pas forcément aller s'exposer, exposer son corps, parler, s'insulter, mais plutôt où on peut vendre, on peut faire de belles affaires, on peut échanger, découvrir la culture des autres pays, des autres nations et exporter ce que nous avons également comme culture. Voilà. Oui, Armel, en temps normal, on va dire, on peut passer par donc, ces réseaux pour communiquer. Et communiquer dans quel sens? Et surtout aujourd'hui, quand on voit un peu le contenu que les gens publient sur ces réseaux, en tout cas, ça interpelle. Oui, ça interpelle. Ce réseau, principalement TikTok, est fait pour, comme l'a dit cher Luc, pour communiquer, pour vendre. Le but est de se créer une communauté et maintenant partager, que ce soit l'activité qu'on fait, que ce soit des messages positifs, des messages encourageants ou pour vendre un produit ou un service donné. Mais je pense qu'ici, on est plus tourné vers la distraction. TikTok est devenu un outil de distraction, en telle sorte que nos jeunes frères, non pas seulement nos jeunes frères, pratiquement tout le monde, c'est devenu une drogue entre griffes. Voilà, et que on a l'impression qu'on est en train, par TikTok, de faire l'apologie de la distraction. Ça empêche nos frères et sœurs de se concentrer, que ce soit sur les études, que ce soit sur leur activité. Et ils oublient que TikTok, c'est fait pour faire du business. Je pense qu'au Togo, ce n'est pas encore monétisé. Mais dans d'autres pays, les gens passent par ce canal pour se faire des millions par mois. C'est pour vendre, soit se vendre un produit ou un service. Mais ici, tout ce qui... Bon, moi, personnellement, je ne suis pas sur TikTok. Je ne vais pas sur TikTok. Mais la plupart des images, des vidéos qui viennent, c'est beaucoup plus soit de la dépravation, soit de la distraction. Il n'y a aucun fond, il n'y a aucune culture zéro. On ne partage ni, on ne fait pas, ou bien on ne montre pas à sa communauté, voilà, le business que je fais, comment est-ce que je suis arrivé, comment est-ce qu'il faut, ou bien par quel moyen ou procédure, il faut faire tel ou tel ou tel. C'est en cela qu'on parle de communauté. Quand on est une personne influente, ou comment ils s'appellent, influenceurs, même si je ne sais pas qui ils influencent personnellement. Quand on est une personne... Et en quoi ils influencent, voilà. C'est parce qu'on est atteint... C'est pas parce qu'on a fait une vidéo où on a montré son corps, où on a plusieurs abonnés, qu'on devient influenceur. Un influenceur, c'est quelqu'un qui a atteint un niveau, que ce soit professionnel, je sais pas, dans sa vie personnelle, ainsi de suite. Et la personne a une communauté autour de laquelle elle partage ses expériences, ses échecs, ses réussites, pour inciter, pour motiver les autres. C'est ça le but principal de TikTok. Ceux qui ont inventé TikTok, je pense que c'est les Chinois. Oui. Ils ont un autre TikTok. Oui, une autre version. Une autre version à eux. Voilà. Celle que nous avons ici, ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même, c'est ce que les gens doivent comprendre. Et ils ont des paramètres. Et il y a des blocages. On peut dire
ce qu'on veut, on peut dire c'est peut-être de la dictature ou je ne sais pas où, que c'est pas de la liberté d'expression. Mais il y a 1 heure, c'est chronométré, c'est réglementé. Quand vous allez sur TikTok, vous avez tel nombre d'heures, que ce soit surtout pour les enfants. Vous devez faire sur TikTok. Après ça se coupe. Et maintenant, les vidéos que vous devez regarder, c'est contrôlé. Vous n'allez pas vous mettre à regarder des vidéos de dépravation, des vidéos de... Il y a des censures surtout. Bon, je ne veux pas dire censure parce que censure, on va dire peut-être qu'on met des barrières pour empêcher. Mais c'est fait pour amener surtout la génération qui arrive dans un carnaval, dans un canal, pour que demain, ils puissent inspirer la génération qui vient. Parce que si aujourd'hui, on laisse tout tomber et que la génération qui arrive est dans la dépravation, dans la distraction, ils ne sont pas concentrés. Donc, la génération qui va suivre après, ils seront quoi? Donc, c'est en cela, je dis, il faut mettre des réglementations. Je pense que cela est en train d'être fait aussi en France. Des réglementations sur ceux qui s'appellent influenceurs, ceux qui doivent publier, quel contenu ils doivent publier, quel message ils doivent et comment le faire. Le constat, c'est que c'est des contenus ou des vidéos dans lesquelles les gens se dénudent qui cumulent beaucoup plus de vues. Oui, justement, c'est ce qui fait mal. Allez-y sur TikTok, parlez d'une affaire sérieuse. Vous allez voir, votre vidéo, elle va faire plus d'1 semaine. Personne ne va regarder. Mais tout de suite, une fille qui apparaît, elle met une photo où elle est à moitié nue. Désolé le terme. Et vous allez voir tout de suite plus de 1000 vues et tout ça. C'est ce qui fait vraiment mal. Malheureusement. Oui. Malheureusement. Mais est-ce que c'est normalement comme ça que ça devait être? Moi, je pense que le problème, en fait, ce n'est pas le réseau social lui-même, comme Armel l'a dit. C'est en fait de réglementer ce réseau. C'est en fait de réglementer cette plateforme. Qu'est-ce qui doit passer? Qu'est-ce qui ne doit pas passer? Et tout dernièrement, il y a quand même les États-Unis qui sont en train de refuser karma. Application. Donc, moi, j'interpelle en tout cas la conscience peut-être de nos gouvernants à peut-être pour une autre essayer, raison. pour une autre raison, bien sûr, peut-être mener une autre réflexion de telle sorte, et pas forcément refuser, mais essayer de recadrer, en fait, d'encadrer un peu le contenu de ce qui doit passer sur ce réseau, en fait. Très bien. Oui, si tu me permets. OK. Et Samuel a dit quelque chose que je vais reprendre d'une autre manière. Moi, je me dis, vous publiez un truc de sérieux, les gens ils vont regarder, mais ça dépend de la manière dont vous parlez de la chose. Mais oui, c'est très important. Ça dépend de la manière dont vous présentez la chose que vous voulez présenter. Maintenant, distraction aussi, oui, mais que la distraction n'excède pas la période où vous devez apprendre. C'est ce que je voulais relever. Il y a des personnes, quand ils se lèvent le matin, Dieu merci, il y a un petit Wi-Fi à côté. Du matin jusqu'au soir, là. TikTok. Je vais un peu critiquer mon cher. Non, vas-y, tu peux le critiquer à fond. Quand tu prends une vidéo, en fait, les 10-15 premières secondes sont déterminantes. Surtout sur TikTok où les gens swappent vite. Voilà. Quand tu commences par les 10-15 premières secondes, je me présente je mène telle activité que je veux vous présenter telle... Automatiquement, bon, les gens... Mais quand tu commences par... Première seconde, tu es à moitié nu. Et que tu parles de je ne sais quoi, quel produit qui donne des performances. Quel genre de performance? Bon, tu sais de quoi je veux parler. C'est normal. Automatiquement, je ne sais pas si c'est inconsciemment, comment je vais le dire. Il s'accroche. Il s'accroche. Mais quand tu veux parler d'un business ou bien de comment entreprendre ou de comment s'en sortir dans tel domaine d'activité, bon, les gens vont pas... Des messages de motivation. Messages de motivation. Je suis parfaitement d'accord avec toi, mais je dis aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas parce qu'il y a TikTok que je vais me lever, je vends peut-être des portables que je vais me lever, je vais faire une vidéo. La manière de vendre compte. La manière de s'adresser à son auditoire compte énormément. Donc, il faut vendre les portables à moitié nus. Non, je ne dis pas ça, en fait. C'est pour ça que je dis, on ne se comprend pas. Je ne dis pas que le fait de faire cela, c'est bien. Non. Mais la manière dont tu viens te présenter, tu as parlé tout à l'heure de communauté. Quand tu as ta communauté, quand tu viens sur le réseau, tu as ta communauté. Quand tu veux t'adresser à ta communauté, il y a une manière de parler. Quand tu veux vendre ton portable, tu as des cibles et tout ça, et tu sais comment t'adresser à ta cible. C'est aussi simple que ça. Bon, on va faire ceci. Une fois n'est pas coutume, on va essayer. Je ne sais pas, nos amis qui sont avec nous sur ce plateau, certainement, utilisent ces réseaux sociaux. Je rappelle que je ne l'ai pas sur mon portable. Oui, moi, je l'aime pas non, je parle de nos amis de Exam. Et quel usage vous en faites? Ceux qui utilisent TikTok et d'autres réseaux. Allez-y. Qui utilise TikTok?
Oui. Ou ce que vous pensez de TikTok, voilà, de l'utilisation que les autres en font. Vous vous présentez et puis voilà. Non, non, c'est vous, il va vous chercher. Bonjour à tous. Je m'appelle Léonard Atakora et je suis en 3e année à ESAM en licence d'expertise comptable. J'étais sur TikTok et étiez? Oui, j'étais sur TikTok. Et ce que j'en faisais particulièrement, c'était plus dans le sens de la distraction. Parce qu'il y a souvent des vidéos qui sont drôles, qui te permettent, lorsque tu finis de travailler ou bien après des heures de travail, de te distraire un peu plus pour te changer un peu les idées. Et majoritairement, c'est ce que j'en fais, les trucs drôles, peut-être les cours de musique et tout. Mais lorsque ça va dans le sens de la dépravation, les trucs nudistes, excusez-moi le thème, je préfère swiper que de perdre mon temps sur ça parce que ce n'est pas vraiment utile pour mes études aussi. Merci. Merci beaucoup. Une fille, ça serait intéressant. Bon, allez. OK. Qui veut s'essayer? Allez-y. Bonsoir, comment vous vous appelez? Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Marie-Louise Guadjassou. Je suis en 3e année de droit. J'ai TikTok et franchement, moi, je pense que... Vous l'avez? Oui, j'ai TikTok. Alors, vous l'avez? Oui, ça me prend énormément beaucoup de temps parce que quand je rentre sur TikTok, vraiment, je n'arrive pas à vite sortir, quoi. Je peux faire 1 heure sur TikTok. Bon, moi, je pense que TikTok, bon, avec le temps, je vais devoir supprimer TikTok. Hein. Mais ce sera dur, mais je vais quand même le faire. Vous-même, vous publiez des contenus ou pas? Oui, je fais des vidéos TikTok. Bon, peu importe, des vidéos drôles. Bon. On peut aller regarder? On peut aller regarder? Ah oui, vous pouvez regarder. Allez, très bien. Merci beaucoup. Honorable, oui. Ce qui est intéressant, c'est l'homme politique togolais le plus actif sur les réseaux sociaux. Ça fait... bon, c'est un hasard, hein. C'est avec le choix de... On prend du plaisir, oui, on prend du plaisir à suivre, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Je sais que vous avez un compte TikTok. Oui. Et vous avez également suivi les uns et les autres. Votre avis nous intéresse sur ce sujet. Non, moi, je suis présent sur TikTok. J'ai un compte avec 35 000 abonnés. Abonnés, oui. L'homme politique le plus présent, d'ailleurs, qui a le plus grand nombre d'abonnés sur TikTok. Vous en avez combien sur Facebook? 99 000. Wow. 99 000, oui. Voilà. TikTok est un réseau social comme tous les réseaux, avec 2 particularités. La première, c'est que c'est l'un des rares réseaux sociaux où vous n'avez pas besoin d'être abonné pour suivre les vidéos. Aujourd'hui, vous téléchargez ou ne vous abonnez pas. Et donc, cet avantage fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne sait même pas écrire peut aller sur TikTok. Alors que sur les autres réseaux, on te demande une adresse email avant de s'abonner. Donc, premier élément. Deuxième élément, c'est que l'algorithme de TikTok, justement, est très addictif. Une fois que tu as vu une fille remuer les fesses, on t'envoie toutes les vidéos où on remue les fesses. Voilà. Parce que c'est comme ça, l'algorithme fonctionne sur les centres d'intérêt. Moi, sur TikTok, je peux vous dire que je peux faire 30 minutes de TikTok sans jamais voir une fesse qui remue, parce que mes centres d'intérêt sont sur l'information, l'éducation, ainsi de suite. Donc, quand vous déterminez vos centres d'intérêt, c'est pour ça que vous avez sur TikTok le pour toi et les abonnements. Donc, si vous rentrez, par exemple, vous avez des abonnés et vous allez uniquement sur les personnes sur lesquelles vous êtes abonné, vous n'allez jamais rien voir de quelque chose de distraction. Mais maintenant, après, on est d'accord que les gens sont plus attirés par quelqu'un qui remue les fesses que par quelqu'un qui s'assoit qui fait un discours sur l'épistémologie, quoi. Ça, c'est clair. Donc, du coup, il est évident qu'aujourd'hui, la façon dont fonctionne l'algorithme fait que une fois que vous commencez à regarder des vidéos, c'est des vidéos similaires qu'on vous envoie, mais si vous choisissez des ordres d'intérêt, l'éducation, l'information, ainsi de suite, aujourd'hui, vous prenez quasiment tous les chefs d'État en Europe, sont Macron, il est sur TikTok. Hein. Tous les chefs, parce qu'au fait, TikTok, c'est les 18-25 ans. Et c'est ce que nous, les hommes politiques, on cherche. Donc oui, on a des sujets sérieux. Moi, je m'informe énormément sur TikTok. Je me forme énormément sur TikTok. Il y a des gens qui font des didacticiels sur Excel, Word, ainsi de suite. Il y a plein de bonnes informations. Maintenant, c'est qu'il faut savoir ce qu'il faut chercher. Tout à fait. Voilà. Donc, pour moi, ça reste un bon réseau social.
Mais maintenant, c'est qu'il faut savoir. Par contre, je pense qu'il faut peut-être que des gens fassent, hein, vos chroniqueurs là, il faut faire des cours pour montrer aux jeunes comment on utilise TikTok. Parce que c'est un bon outil, mais il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser. Et puis maintenant, en revenant sur le contenu, Oui. quand votre contenu est intéressant, parce que moi, par exemple, je parle de l'actualité, mais quand votre contenu est intéressant, vous avez, moi j'ai des contenus qui font jusqu'à 200 000 vues, hein, sans aucun problème, alors que je ne danse pas. Voilà. Quand vous avez un contenu qui est intéressant, ben, les gens viennent. Voilà. Parce qu'à partir du moment où le contenu est là, que, comme l'algorithme fonctionne vraiment sur les réactions, la vidéo, c'est 3 premières secondes. Si quelqu'un fait 3 secondes, ça veut dire que, ben, tiens, la vidéo l'intéresse, et puis, donc, on lui envoie le reste. Donc, ça reste un réseau social sur lequel il faut être formé pour pouvoir bénéficier de ces avantages. Mais aujourd'hui, le monde avance. Vous ne pouvez rien faire pour arrêter ça parce que les jeunes, bon, ils ne sont pas jeunes, ils sont plus vieux. Mais aujourd'hui, les jeunes de 15 ans, là, même si tu ne lui achètes pas de téléphone, il va avoir téléphone. Et c'est quand tu vas l'empêcher même de regarder, qu'il va rentrer sous le drap, il va regarder. Est-ce qu'il ne fallait pas voir, il va voir. Oui, mais honorable, l'autre aspect, surtout chez nous, les gens utilisent ces réseaux pour se régler aussi des comptes. Mais parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. C'est tout. En fait, Parce que généralement, quand vous allez... Le problème, quand vous prenez pas dans le TikTok togolais, les femmes remuent les fesses et les hommes font les clashs. Oui. C'est tout. Bon, ben, parce qu'il n'y a pas de contenu. Parce que les gens, quand vous voyez là où il faut faire la description, les gens ne mettent rien. Vous avez beaucoup de comptes, c'est écrit UGR, nanana, parce qu'il n'a même pas eu l'intelligence de changer même le nom de son truc. Il ne sait même pas que ça change. UGR 2025, 2035. Oui. C'est ça son identité. Parce que les gens ne connaissent, c'est-à-dire que celui qui ne connaît pas papier là, il peut aller sur TikTok. Alors que si tu ne connais pas papier, tu peux pas aller sur Facebook, tu peux pas aller sur Instagram. Donc c'est très addictif, c'est très intuitif. Et ce qui fait que, bon oui, mais je pense que ça reste un bon réseau. Par contre, ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près sur le Web 3.0 où les choses se régulent. C'est-à-dire que quand quelqu'un publie quelque chose qui est vraiment une grosse atteinte à la pudeur, le truc est signalé de gauche à droite et TikTok finit quand même par intervenir parce qu'il y a une autorégulation qui existe. De temps en temps, il y a des publications qui échappent à la patrouille, mais il y a une autorégulation. Quand il y a quelque chose qui choque, on ne veut pas voir des enfants, par exemple, sur TikTok, dans des scènes qui peuvent être liées, par exemple, à la pédophilie, ainsi de suite. Dès qu'il y a un contenu comme ça, automatiquement, c'est signalé. Donc voilà, c'est vrai que quand tu parles à Mina, et que tu dis des choses liées à la sexualité, les blancs là-bas, ils ne connaissent pas ce que tu as dit dans ton minage. Donc, bon, ça, c'est vrai. Ah oui. Oui, par rapport à l'intervention de... Voilà, c'est juste une autre précision. Je pense que TikTok, comme l'a dit l'honorable, c'est fait pour se régler les comptes. Et ça... Non. Attention. Je reprends. Oui. Voilà, il n'a pas dit que c'est fait pour régler les comptes. Ou bien tu n'étais pas là. En fait, la plupart l'utilisent pour en fait régler les comptes. Chez nous. Oui. Voilà. Et je pense que ça a amené les gens à ne plus interagir entre eux. J'ai un problème personnel ou bien individuel avec toi, Magloire. Je n'ai jamais compris, que ce soit sur TikTok ou Facebook. Pourquoi je vais aller m'asseoir, allumer ma caméra, faire une vidéo. Or, je peux juste t'appeler ou venir te voir et régler cela. Les gens n'ont plus peur d'étaler leur linge sale aux yeux de tout le monde. Il y a un aspect que vous ignorez par rapport au clash. Les clashs sont à 95% voulus. Attendez. Les clashs sont à 95% voulus. Sous d'autres cieux, attention. Même ici, je vous assure que même ici, les clashs sont voulus au départ. Laissez-moi terminer. Au départ. Et à un moment donné, ça dérape parce que la stratégie n'est pas bien affinée derrière. Sinon, les clashs au départ, c'est très bien structuré. Et quand c'est très bien structuré, ça aboutit bien. Mais ici, on ne prend pas la peine de structurer les clashs. Ça commence par des attentes, mais ça ne finit pas bien. Oui, mais c'est ça le problème majeur. Luc, les clashs, un instant. Luc. Les clashs dont tu parles, c'est beaucoup plus entre les artistes, les gens ceux qui sont dans le milieu du showbiz, voilà. Ainsi de suite. Mais ceux qui se tirent dessus parce qu'ils ont des... Il y a des clashs intelligents, en tout cas. Non, il y a des clashs. Non, je n'en disconviens pas. Là, il y a des clashs qui sont... dans des insultes, il y a des clashs qui sont programmés, qui se passent bien. Voilà. Mais quand...
toi et ton voisin, vous vous clashez sur TikTok, or vous êtes à 1 mètre. C'est quoi l'intérêt, quoi? En tout cas, c'est pas moi. C'est quoi l'intérêt? Non, je dis pas toi. C'est quoi l'intérêt? Tu le dis. Moi, il n'y a même pas ce temps. Voilà, ça tourne dans le... Ça devient la justice populaire, où c'est le premier qui va faire la vidéo, qui a automatiquement raison. Parce que je fais la vidéo, Oui. il y a toute ma communauté qui vont tirer sur lui, sans savoir les tenants et les aboutissants. Parce que je donne juste ma version. Et le TikTok devient la justice populaire, où on tire, on lynche quelqu'un juste parce que l'autre a dit tel. Voilà. Justement, Armel, parlons de ça. Il y a aussi un autre aspect, Magloire, si vous permettez. Non, en fait, je voudrais que Honorable réagisse par rapport à ce qu'il vient de dire. Est-ce que dans ce genre de situation, il y a forcément une victime, hein, est-ce qu'elle peut se plaindre? Oui, bah, Est-ce que la législation prévoit Non, la législation, le code pénal le permet. Mais maintenant, en fait, le problème, c'est que c'est tellement doux de se régler les comptes que aller à la justice, non. C'est-à-dire que tu me clashes, je te clash. Il y a un troisième qui rentre dedans, qui clash nous deux. Et puis ça fait... Et puis bon, n'oubliez pas aussi que ça fait des vues, les gens ils adorent ça. Donc, du coup, quelque part Oui, mais aussi- des vues qui rapportent quoi, justement? Parce que c'est pas monétisé. Non, mais vous Est-ce savez, que- oui. aujourd'hui, on a l'impression que les vues là, ça coûte même plus cher que l'argent réel. Hein. Si vous voyez comment les gens cherchent les vues sur TikTok, ou vous voyez quelqu'un qui dit likez pour moi, je vais vous liker pour vous, ainsi de suite. Les gens se lèvent le matin, c'est les vues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un fait une vidéo, la journée finie, n'a pas 50 vues, il peut tomber malade. C'est devenu inquiétant. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, quand tu fais une vidéo et que les gens ne likent pas, ou les gens ne viennent pas regarder, la personne va tomber malade. Pas lui-même va rentrer dedans à cause de vues. Donc voilà, c'est beaucoup plus en dehors du fait que c'est vrai que nous sommes devenus une société virtuelle Oui. où nous réglons nos comptes par voie de réseaux sociaux, aujourd'hui TikTok, parce que comme je l'ai dit, même si tu ne connais pas de papier, tu peux prendre une vidéo, tu mets devant, tu parles. Oui. Voilà, là c'est vraiment bien. Tu n'as même pas besoin d'écrire, mettre le hashtag, tout ça là. Non, une fois que tu as fini, tu appuies suivant, publier, c'est fini. Hein? On te dit le point noir là, tu appuies là-bas, tu appuies, et puis c'est fini. Donc, ce qui fait que, en fait, tout le monde va sur TikTok et tout le monde peut s'exprimer sur TikTok. Ce qui est différent des autres réseaux sociaux. Mais bon, ça permet aux gens de vivre. Et puis, bon, ben, vous savez, aujourd'hui, le monde moderne, surtout, autrefois en Afrique, on parlait de la sociabilité, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans une grosse solitude. Oui. Et donc, c'est une sorte de socialisation virtuelle qui leur permet de donner l'impression qu'ils existent. Parce que, ben, écoute, si tu te lèves, Jerry Tama, si tu le vois dans la réalité, tu ne vas pas lui parler mal. Mais tu vas sur TikTok là, tu le clashes. Proprement. Et puis tu dis, c'est ça. Oui. Oui, justement. En fait, c'est un petit conseil que j'allais donner. Il y a aussi un aspect selon lequel il y a des... Bon, pas forcément des influenceurs, mais il y a des gens, lorsqu'ils se lèvent le matin, même sur son lit déjà, il filme, il envoie. Oui. Il est dans la douche, il filme, il envoie. À longueur de journée, tout ce qu'il aura à faire, il informe ses abonnés de ses actions, de ses déplacements et tout. Oui. Mais c'est grave. Parce que là, vous vous exposez. S'il y a un problème tout de suite, là, on sait où est-ce que vous allez chaque jour, comment est-ce que vous vivez, et tout de suite, on peut vous saisir. Donc, il faut vivre un peu discret. Il faut vivre un peu discret en réalité. Donc, c'est ce petit conseil que j'allais donner. Ok. Oui, j'aimerais... On termine par là, oui. Voilà, une autre Oui. précision. Les réseaux sociaux, de façon générale, je pense que ça a poussé la plupart à vivre dans une bulle. Comme l'a dit l'honorable, il n'y a plus de sociabilité. Ou quand tu es là, tu te réveilles le matin, tu sors la tête pour voir si ton voisin est là. Aujourd'hui, il peut être là dans la chambre toute la journée, juste parce qu'il est... Vous êtes à un rendez-vous, vous deux vous regardez, Vous mais tout le monde regardez est sur son téléphone. sur son téléphone. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on est en train de perdre cette culture qu'on avait dans le temps. Les valeurs qu'on... Voilà, les valeurs, surtout à l'africaine, où, moi, je me rappelle, il y a mon vieux qui disait toujours, c'est pas le père ou la mère de famille qui éduque, mais c'est pratiquement tout le quartier. Oui. De sorte que même quand tes parents ne sont pas là, que tu sors, tu veux déconner, que tu vois le voisin, tu commences pas à réfléchir parce que le voisin peut te cogner et aller te reporter cela à tes parents. Donc aujourd'hui, on vit dans une bulle, on fait tout dans une bulle, tellement que la solitude vers laquelle on tend, je pense que ça va être terrible, surtout pour la génération qui est en train d'arriver. On pourra? Écoutez, on n'a pas le choix. On est obligé d'avancer. Très bien. On va avancer. Et sans transition, on reste avec Armel pour son coup de gueule.
de cette semaine? Oui, mon coup de gueule de cette semaine, ce matin, j'étais de passage au niveau du marché d'Acoré, c'est vrai, où je suis tombé sur un élément qui était en train de se mettre à l'aise, au milieu de la rue, où il y avait les égouts. En train de pisser. En train de pisser. Bon, peut-être que les gens vont marquer. Oui. En train de pisser. Plein dans la rue. Voilà. Et au même moment, bon, là, je n'ai pas pu filmer cette partie. Il y a une bonne dame qui sort de la maison et verse les eaux usagées sur la voie goudron. Non, pavé. Okay. Voilà. Ça m'a un peu, oui, on va voir l'autre vidéo. Ça m'a un peu fait tiquer. Et c'est le lieu encore de rappeler. C'est de l'incivisme. C'est de l'incivisme. Oui. Voilà. Maintenant, ce quartier où, quand il pleut, il y a des inondations, c'est marqué qu'il y a des égouts. Parce que je rappelle, dans notre quartier, mon chef frère Luc et moi, il n'y a pas de caniveau. Eux, ils ont la chance d'avoir des voies pavées avec des égouts et des caniveaux. Mais ils se permettent de se mettre à l'aise en pleine rue, au vieux aussi de tout le monde. Et, voilà, et à déverser, que ce soit des eaux usagées, les déchets plastiques et ménagers, tout ça. C'est le lieu, en fait, de rappeler encore à ces personnes qui vivent dans ces zones-là, dans ces quartiers. C'est un acquis qu'ils ont, que nous, on n'a pas encore. C'est tout le monde. Voilà. Donc, c'est une question de civisme. Voilà. La voix, c'est pas si elle est gâtée ou bien elle est bouchée, je ne sais pas fort, on va appeler pour venir. Ou monsieur le député, on va appeler pour le faire. Voilà. C'est à nous d'entretenir. Sur les réseaux sociaux. Non, il connaît. C'est carrément de l'incivisme parce que c'est plusieurs années, depuis des années, on en parle. Mais je pense que nous sommes en train, en tout cas, d'aller vers le développement. Et aujourd'hui, s'il y a ces genres de comportements dans nos quartiers, je pense que ça interpelle plus les communautés. Et qu'est-ce que je dis, les mairies. Les mairies à peut-être mettre des règlements en place pour essayer, en tout cas, d'arrêter ces genres de comportement parce que c'est carrément, ça ne sonne pas en tout cas. Voilà. En tout cas, moi je dirais que on l'a toujours décrié ici et c'est la énième fois qu'on revient sur le sujet. Ça m'a toujours écœuré de voir des gens en train de rouler sur des voies bitumées où vous finissez de boire et vous jetez le sachet d'eau sur la voie. Pourquoi ne pas plier ça, mettre dans votre sac ou dans la poche, vous arrivez quelque part où il y a une poubelle, vous déposez. Heureusement qu'il y a la NASAP et les mairies qui sont en train de se mobiliser pour écurer nos, comment l'appelle-t-on, les caniveaux, c'est en cours puisque la saison des pluies a quasiment commencé. À un moment donné, nous devons comprendre que c'est à nous de prendre soin de nos infrastructures publiques. Si nous ne le faisons pas, personne ne viendra le faire à notre place. Quand nous jetons le plastique dans les caniveaux et autres, nous salissons notre environnement. Nous sommes les premiers à payer les pots cassés de nos actes. Donc, à un moment donné, prenons conscience de tout le mal que nos actes inciviques peuvent nous causer et agir d'une manière raisonnable. Intelligente. Oui. Ce genre de comportement, honorable, vous comprenez ces agissements? On peut les comprendre sous deux angles. La personne qui n'a pas de toilette dans sa maison, il fait pipi où? Il fait pipi dehors. Oui, mais... Et ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un certain moment, il faut que la pédagogie soit complétée par la répression. Il y a eu un arrêté qui est sorti maintenant il y a 2 mois, interministériel entre le ministère de l'administration territoriale et le ministère de la Santé, qui fixe des amendes. Quand, par exemple, vous n'avez pas de toilette dans votre maison, vous avez une amende. Quand vous faites du bruit, même les nuisances sonores, donc on appelle, il y a des amendes 50 000. Donc, en réalité, autrefois, vous êtes encore jeune, mais autrefois, on avait les agents d'hygiène qui allaient de maison en maison. Et on vérifiait, et quand vous n'avez pas tout, parce que faire la pédagogie, au bout d'un certain moment, quand il n'y a pas de répression, ça ne marche pas. Voilà. Le gars qui sort et qui pisse dehors, quand il amène une amende, la prochaine fois, il va se retenir. Le gars qui construit une maison et qui ne met pas d'installation sanitaire, donc on va lui faire une sanction au risque même de fermer sa maison. La personne réfléchira. Vous avez beaucoup de maisons où il n'y a pas, c'est-à-dire que toutes les ordures solides se déversent dans les caniveaux. Donc quand on cure les caniveaux, 1 semaine, 2 semaines plus tard, comme tout le monde a balancé toutes ces ordures dans les caniveaux, les gens vont soulever, jeter les choses sans refermer. Au bout d'un certain moment, ça se bouge. Donc, c'est l'affaire du serpent qui se mord la queue. Il faut absolument qu'on mette en intermédiaire la répression
Et à partir de là, ben, ça va se corriger. Et aujourd'hui, cela Mais est il faut combattu. aussi... Les mairies... Non, non, par exemple, là, à partir du moment où il y a l'arsenal, c'est aux mairies, avec leurs agents, de pouvoir commencer à sanctionner. Mais il faut aussi, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se pose, le sujet qui se pose au niveau de la voirie, c'est qu'à Lomé, c'est chaque maison qui s'occupe de sa voirie. Donc ça veut dire que ben, si vous ne payez pas les 1500, 2000, 3000, ben, vous pouvez jeter vos ordures partout. Il faut qu'on puisse mettre en place au niveau de Lomé, surtout les grandes agglomérations, une voirie qui soit une voirie publique. C'est-à-dire que où on a des endroits où on va mettre les ordures qui sont prises, peut-être avec les grands, comme on le voit dans d'autres pays, avec des grandes poubelles. Parce qu'aujourd'hui, c'est que chaque maison doit pouvoir payer les services privés qui viennent ramasser les ordures. Mais quand vous êtes dans le cadre d'une maison de location, chacun se passe le témoin en disant c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Et donc, vous finissez par vous retrouver avec des maisons où il n'y a pas des gens qui viennent collecter vos ordures. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'à minuit, 1h, 2h du matin, on met dans le petit sachet noir, on va jeter. Donc, c'est ça. Il faut mettre d'un côté vraiment la répression. Le décret, l'arrêté, il est sorti, c'est un arrêté interministériel qui est sorti, avec assorti d'amendes. Mais il faut commencer à sanctionner, tout simplement. Je crois que c'est une autre source de revenus pour les communes. Ben voilà. En profiter. Comme ça, ils vont cesser de casser les C'est une source de baraques. revenus. Ce sont les amendes qui permettent à la commune de vivre parfois. Très bien. Voilà. Allez, merci beaucoup. Armel, merci pour le sujet. Et Samuel, merci beaucoup. Je vous en prie. Et bonne suite de la PAC. Merci. En tout cas, vous êtes invité à la fin de l'émission. Retour sur le plateau. À présent, on accueille mademoiselle Lametepe Ludivine, étudiante à ESAM et présidente de l'association des élèves de l'ESAM. Bonsoir, mademoiselle. Ça va? Chaise, hein. Oui. Ça va bien? Oui, ça va très bien, Magloire. Et vous-même? Oui, ça va. On rend grâce par ici. Merci d'être là. Merci à vous. ESAM C'est se toujours porte un bien. plaisir. Oui, ESAM se porte très bien, comme D'accord. d'habitude, hein, comme toujours. Nous Ah, nous portons très bien. D'accord. Je te la laisse, Luc. Que nous vaut l'honneur De votre visite. de votre visite. Non, Intéressant. parlons Allez. sérieusement. Nous savons que nous sommes bientôt en période de congé. Au niveau de l'ESAM, comment ça se passe? Quelles sont les activités au programme? Très bien. D'accord. Au niveau de l'ESAM, c'est un petit peu particulier parce que, en fait, on termine vite l'année. En réalité, on est en période de révision maintenant. OK. Oui, les examens, c'est en mai et puis en juin pour les masters. Très bien. Donc là, parlant de congé, c'est un petit peu délicat. Mais bon, on aura un petit moment pour faire la fête, pour fêter. Hein. Donc, Demain, lundi de congé Pâques à aussi. proprement parler, non. Pas vraiment, non. Très bien. Mais on profite de ce temps pour Réviser. travailler dur, pour réviser, pour qu'après les examens, maintenant, on puisse avoir le temps de pouvoir rattraper un petit peu. tout ça. D'accord. Voilà. Très bien. Donc voilà, aujourd'hui, je suis là, en fait, pour vous parler de la compétitivité de l'ESAM. OK. Oui, notamment pour vous parler d'un concours que les élèves de l'ESAM ont remporté récemment. Hein. Certains des candidats sont là derrière moi. Je vous prierai d'acclamer si vous êtes là, les candidats. Il s'agit de quel concours? Oui, donc l'ESAM a participé en mars dernier à l'examen périodique universel, donc la simulation de l'examen périodique universel, organisé par la CNDH, le CACIT et puis l'UPR Info. L'examen périodique universel, c'est quoi? C'est un mécanisme en fait, qui a été instauré par l'ONU, qui a pour objectif d'évaluer, entre autres, l'état des droits de l'homme dans les pays respectifs du monde. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est fait, une simulation. Et l'objectif du concours, c'est de pouvoir permettre aux jeunes d'intégrer ce mécanisme-là, aux jeunes, à la jeunesse. Donc, les AMA a présenté 3 équipes. Il y avait 5 catégories. 5 catégories. Voilà. Les AMA a présenté 3 équipes et nous avons remporté les 3 prix. Dans les 3 équipes. C'est-à-dire que les 3 équipes sont revenues avec un prix. Exactement. Voilà. Vous nous demanderez pourquoi on n'a pas eu plus de prix. Bah, c'est justement parce qu'on n'a présenté que 3 équipes. Pourquoi vous n'avez pas présenté 5? Ici, il y avait 5 catégories. Bon, ça, je pense que c'était pour s'essayer. Hein. Okay. La prochaine fois... Mais ça a marché quand même, en tout cas. Oui, on a fait carton plein. Oui. On a fait carton plein. La prochaine fois, je pense qu'on va en présenter plus. Et la prochaine fois, on reviendra encore avec tous les prix.
Très bien. Parce que ESAM, c'est la passion de l'excellence. Allez. Bon, je ne sais pas, Luc, Armel, honorable. Oui. Moi, j'ai une question. Oui, allez-y. Parce que je ne sais pas si j'ai raté l'émission. ESAM, là, c'est quoi? C'est l'école supérieure des amoureux de la mangue ou bien c'est quoi? Parce que depuis là, j'entends ESAM, oui. Nous, on est tellement habitués. Oui, allez-y. Oui. L'ESAM, c'est l'école supérieure d'audit et de management. Voilà. ESAM, la passion de l'excellence. Sinon, je suis dans le bleu, quoi. Mais non, mais félicitations pour... je connais le PU, je sais que c'est un exercice qui est passionnant, mais exigeant aussi. Donc, félicitations à vous. Merci beaucoup. Alors, Magloire, moi, j'aimerais savoir si vous finissez tôt. La rentrée prochaine, c'est pour quand déjà? Cette année, la rentrée, c'était en septembre. Oui. Donc, ça sera encore en septembre. Bon, Normalement. Okay. Normalement, ça sera encore en septembre. Très bien. Et quelles sont les filières dans lesquelles on peut pas s'inscrire? Oui, l'ESAM, l'École supérieure d'audit et de management, ESAM, la passion de l'excellence, forme dans 3 domaines. Ah oui. Forme dans 3 domaines, offre des formations dans 3 domaines. D'abord, il y a la filière expertise comptable que nous faisons avec notre partenaire français, l'Institut national des techniques économiques et comptables du Conservatoire national des arts et métiers, Kenamintech. Ensuite, il y a le droit que nous faisons avec la prestigieuse université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et puis, il y a les sciences de gestion qui offrent un diplôme reconnu par l'État togolais. Donc, ce sont les 3 filières de formation que nous pouvons faire à l'ESAM. Je tiens à souligner qu'à l'ESAM, vous ne venez pas que pour faire des études au sens livresque. Vous venez pour vous former non seulement pour avoir une tête bien pleine, mais aussi pour avoir une tête bien faite. Voilà, en témoigne le concours qu'ils ont gagné, parce que ce concours appelait d'autres compétences que de savoir. Il fallait aussi savoir faire. Il fallait savoir parler. Il fallait savoir être, oui, puisque c'est une compétition qui fait partie de nos valeurs. À souligner que l'ESAM fonde ses enseignements sur des valeurs humaines et morales dans la compétition. Voilà, donc à cet effet, nous organisons aussi des concours à l'interne qui nous permettent d'avoir ces valeurs-là pour justement les exporter, compétir à l'international, parce que c'est ce que vise l'ESAM, être compétitif à l'international. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Des contacts pour ceux qui veulent, tu les passes informer? Oui, nous nous situons au niveau de l'avenue Nicolas Gruniski, non loin de l'ancienne mairie, l'ancien hôtel de ville. Contact 22 21 13 10, 22 21 16 16. Et puis pour le téléphone 90 18 05 50. Nous avons un site web www.esamecole.fr. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux aussi. Oui, nous avons un TikTok. ESAM École. Voilà, vous tapez ESAM École et puis vous nous retrouvez. Très bien. Voilà. Merci beaucoup à vous, mademoiselle Amétepe Ludivine. Merci, je rappelle étudiante à l'ESAM et présidente de l'association des élèves de l'ESAM, ESAM École supérieure d'audit et de management. Merci d'être passé sur ce plateau. Et merci à vous. À la prochaine. Et juste derrière, on va maintenant accueillir un artiste, DJ de son état, DJ Boban. Voilà, un peu de musique pour la suite. Et dans la deuxième partie, vous restez avec nous. Dans la deuxième partie, on va parler actualité avec notre invité. À tout de suite. Retour sur le plateau à présent avec DJ Boban que nous recevons maintenant. Ça va? DJ Boban? Oui, ça va. Ça fait longtemps. Vraiment longtemps. Et quand je lis sur ma fiche, DJ Boban fait son retour dans la sphère. Oui. C'est pour dire? C'est pour dire, je reviens avec force. Au moins avec 2 ans de pause, je reviens maintenant avec mon album en préparatif. Ok, donc tu es en train de préparer ton album? Oui, bon, dans quelques jours, je vais faire le lancement d'un single titré Gakpo. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui justifie cette pause-là? Pourquoi 2 ans d'absence? Oui, 2 ans d'absence parce que je peux dire, arrivé un moment, bon, je suis plus en production. Ok. Donc j'évolue de mes propres moyens. Mais actuellement, j'ai retrouvé une maison de production 00114 Prod qui veut
recommencer l'aventure avec moi. Ok. Donc, c'est pour cela. Donc, elle n'a pas encore commencé? Non, il a commencé, donc on va faire ça bientôt. Ça va sortir bientôt. Ok. Bon, ce qu'on va faire, honorable, je ne sais pas si vous connaissez l'artiste ou pas. Ce qu'on fait, oui. voilà. Donc, on regarde une vidéo, voilà, qui présente un peu l'artiste et puis on revient sur le plateau. On y va avec Titi. Empereur Pezuaka, inspiration, ma version pleine. Cyril Lacono. Le tigre Sobiango. Sur le terrain, je m'engage, je tourne, le ballon, on tire, et Nati. Tiki. Voilà. DJ Boban, c'est ambiance, rumba, oui, et variété, voilà. Le prochain titre, c'est Gakpo. Gakpo, oui, Gakpo, tu l'as dit. Et je sais que avec toi, c'est beaucoup d'inspiration et beaucoup d'atalakou. Et puis, non. Oui, c'est ça. Il va faire la démonstration tout à l'heure, voilà. Parce que souvent, les atalakou appellent le travaillement. Appelle le travaillement. Non, le Laurent ne va pas se laisser faire. Ah non, quand même. Il va relever le défi. Il est trop puissant. Vraiment. Alors, moi, je veux savoir pourquoi le titre Gakpo et qu'est-ce que ce morceau va exprimer au public togolais. Ok, Gakpo. Bon, ça, au fait, ça parle du foyer, du couple. Ok. Actuellement, il y a des problèmes. J'étais dans les coulisses, je voyais qu'on parlait du TikTok, tout ça là. Oh. Ça sensibilise beaucoup le public. Et positivement, négativement, de trucs, c'est comme ça. Donc, Gakpo. Je parle au fait des problèmes conjugaux. Tu as ta femme à la maison, il y a la voiture, il y a l'argent, il y a tout à la maison. Mais le monsieur, il ne dort pas à la maison. Ça crée beaucoup de soucis. Ouais. Tu vois, non? Donc, moi, le point que moi je touche, j'ai pu dire Gakpo. C'est un message, au fait, un peu codé. Ça parle de... ça exhorte les hommes de rester à la maison. Oui, et puis de s'occuper de la maison. C'est ça, c'est important. Je le fais. Il le fait. Non, c'est une question. Oui, je le fais. Si je ne le faisais pas, je ne peux pas sensibiliser. Faites ce que je vous dis. S'occuper de la maison dont il parle là, ça reste toujours un message codé. Oui, vraiment. Voilà. S'occuper de la maison dont il parle, c'est pas... Allez, en chanson, ça donne quoi? En chanson? En chanson. Gakpo, là, oui. Nyonu ya mani tele la no kome na ola no po. Nyonu ya mani se pierre na ola no 20 o. Odola no zi Gakpo matin midi soir à tout côté, tout moment, oui. T'as compris maintenant? Ça n'était pas si codé que ça. Non, c'est pas trop codé. Publicité mensongère, c'est pas ça que je pensais. Voilà. Moi, je l'ai vite compris. Raison pour laquelle j'ai voulu qu'il explique. Allez, très bien. Bon, tu nous gratifies un peu comment on dit, des petits... pro, voilà. Sinon, actuellement, aujourd'hui, nous sommes le 6, donc il a beaucoup de billets à dépenser. Conseille-toi. Ouais. L'empereur Bezwa Kabo Bane DJ Bruit du gros camion en tablement. L'empereur Bezwaka, je suis en direct à la TVD avec mes grands gna. Écoutez bien la troupe
L'étymologie de son, la musique dans son sous, dans son originalité. Appelez-moi Boban Phénomène, le bruit du gros camion, la voix de l'homme qui revêt tous les animaux de l'Amazonie, le disjoncteur de toute énergie électrique. Ah! L'honorable est là-bas, je suis au garde-vous. Je sais que ça va payer. Si tu vous êtes content, applaudissez très fort pour l'honorable. Est-ce que vous êtes là-bas? Répondez oui. Est-ce que vous êtes là-bas? Est-ce que vous êtes là-bas? Est-ce que vous êtes là-bas? Est-ce que vous êtes en Jaé? Est-ce que vous êtes en Jaé? Voilà, l'émission est calée. Je suis calé à l'heure là en direct. Super. Voilà. Merci Didier Boban. Merci beaucoup. Armel. J'aimerais lui demander sur son nouvel album qu'il est en train de préparer. Il y a d'autres collaborations? Oui, il y a beaucoup de collaborations. Ok. Et avec Picalosi, il y a Tchédje Gonami du Ghana. Ouais. Bon, il y a beaucoup de choses. Moi-même, je vais voyager dans peu. Donc, il y a encore d'autres projets en téléchargement. Super. Honorable? Non, mais vous savez, les artistes togolais travaillent dans des conditions très difficiles. Il l'a dit tout à l'heure. Trouver un producteur, c'est compliqué. Les salles coûtent cher, le public est difficile. Donc, vraiment beaucoup de courage. Merci beaucoup. C'est un vrai sacerdoce qu'être artiste dans notre pays. Merci beaucoup, honorable. Didier Boban, tu restes avec nous. Maintenant, on va parler actualité avec honorable Thierry Tama. On revient dans un court instant. Notre invité, honorable Thierry Tama, président du parti politique Nouvel Engagement Togolais, le NET, et député à l'Assemblée nationale. Avec lui, on va donc parler actualité, beaucoup de sujets en tout cas. Honorable, et ça fait déjà quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, c'est parti d'une interview à la radio, où un certain M. Baudet réclame 25 millions pour que l'équipe nationale du Togo recommence par gagner ses matchs. Parce qu'on le sait depuis un bon moment. Au niveau de l'équipe nationale, ce n'est plus la grande forme. Comment analysez-vous cette situation? C'est au Togo qu'on voit les sorciers venir parler des problèmes de sorcellerie sur les médias. Oh. Sinon, où est-ce que vous allez voir? Les sorciers se parlent la nuit et on découvre leur effet dans la journée. C'est-à-dire que voir quelqu'un qui vient dire qu'ils font des choses mystiques et venir le dire sur les médias, ben c'est surprenant. Il y a 3 éléments. La première chose, c'est que le monsieur dit qu'en 2006, c'est lui qui a donné l'argent aux joueurs. Oui. Et que ça pas donné. Après la qualification, après la qualification. À la Coupe du Monde. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la seule personne que je connais dans ma vie qui ne connaît pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire qu'on te donne l'argent, toi-même ton argent dedans, tu distribues à tout le monde et tu ne te donnes pas. En règle générale, on commence d'abord par se servir. Oui. Et puis après, on sert. Bon. Et aujourd'hui, c'est clair, moi, parce que vous savez, je suis un ancien officier. J'étais officier au Secours blindé, ça s'appelait à l'époque. Donc, je le connais plus ou moins bien. J'ai servi sous les ordres de Roch. Oui. Eh ben, au fait, vous connaissez très bien le monsieur, très bien. Il ne s'est pas séparé de Roch suite à ce problème. C'est-à-dire que s'il nous disait, ben, écoutez, moi, j'ai réclamé mon argent à l'époque, parce que c'est une question de budget. Quand vous allez à la coupe, vous avez un budget. C'est sur ce budget-là qu'on vous paye. Si vous ne vous payez pas sur le budget, après, c'est compliqué. Donc, premier élément, c'est que si aujourd'hui, il doit être payé sur le budget qui a été voté à l'époque. Et comme il ne s'est pas séparé avec celui qui était supposé le payer, bah aujourd'hui, à la limite, il peut se retourner vis-à-vis de cette personne. C'est le premier élément. Le deuxième élément, parce qu'il dit, depuis 2006, tout ce qu'ils avaient enterré, là, ils ont déterré. Ils ont enlevé, oui. Bah oui, mais nous sommes allés à la coupe, à la CAN, au quart de finale. En 2013. Oui. C'est-à-dire qu'il était fâché contre nous, mais on est quand même allé à la CAN. Alors qu'en 2006, où il avait arrangé, là, on allait à la Coupe du Monde, on nous a bien chicoté. Même en 2010, on s'est qualifié pour l'Angola. Bon, même si on n'a pas joué. En 2006, où il avait fait ces affaires-là, nous sommes allés à la Coupe du Monde. On nous a bien chicoté. Oui. Là, on a perdu les 3 matchs. Oui. On est revenu. Et en 2013, nous sommes quand même allés en quart de finale. Donc, on peut à la limite relativiser les effets de sa préparation mythique. Mais ce qui me gêne un peu dans son affaire, c'est qu'on enlève le mérite à l'entraîneur
aux joueurs en donnant l'impression que si moi-même aujourd'hui, qui ai 2 pieds gauche, si on fait la cérémonie, si moi je vais dribbler Messi. Ben voilà, c'est que il suffit juste de faire la si Bodé verse l'eau devant... Voilà, c'est raison. Si on affronte l'équipe française ou l'équipe d'Argentine aujourd'hui et qu'on verse l'eau, on va les gagner. Mais il y a un mérite. Tous les grands joueurs travaillent, mais dur. Quand vous prenez l'histoire, par exemple, de Ronaldo, il travaille, mais... Oui, mais le problème, c'est que... 10 entraînements Oui, par mais jour. les résultats que les éperviers enregistrent aujourd'hui semblent lui donner raison, quelque part. Non, mais c'est ce que j'ai dit. C'est que si, depuis 2006, on n'avait plus jamais été qualifié, on n'a plus jamais fait un bon parcours, on dirait, oui, mais il a raison, parce que depuis 2006, puisqu'ils ont arraché les choses au niveau du stade et qu'ils ont arrêté, mais non, on a quand même eu du parcours. On est passé à 3 reprises à la CAN. À la CAN, oui. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est que il vaut mieux chercher les problèmes, la mauvaise passe qu'on a dans l'organisation, dans le staff, du fait qu'au fait, aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas un vrai projet footballistique. C'est-à-dire qu'on raccorde, on essaie ça, demain on essaie ça, et donc qu'on fasse un vrai projet. Là, je pense qu'il y a du travail. Moi, je déplore aujourd'hui, quand je vois nos éperviers jouer, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas motivés. Ils ne courent pas sur le terrain. On n'a pas la hargne qu'on voit, par exemple, chez les Sénégalais. Chez beaucoup d'équipes africaines où les gens, quand ils viennent sur le terrain, mais ils mouillent le maillot. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens viennent, ils courent un peu, ils s'arrêtent un peu, ils font des pauses pour la photo, pour TikTok ou bien Instagram, je ne sais pas. Mais voilà. Et qu'aujourd'hui, on a des gens qui se déclarent titulaires, indéboulonnables, alors que nous avons des gens qui jouent bien. C'est-à-dire que quand tu es titulaire, que tu ne rends pas une bonne note, ben on te remplace. Donc pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont structurels. Mais dire que quelqu'un doit verser l'eau pour qu'on gagne, moi, si j'avais 25 millions, oui, voilà, si j'avais 25 millions, je lui donne et on est là comme ça prochainement. Là. Oui. Si on va on perd là, prison. Très bien. Tôle. Oui. Très bien. Oui, mais... Et je récupère les 25 millions avec taux d'intérêt. La jour, je prends 35 millions à la place de 25 millions. Parce qu'il y a un danger en cela. Si jamais on lui remet les 25 millions et derrière... Mais vous savez comment dans ce genre de milieu-là, on dit, quelles que soient les préparations que tu fais, soit c'est que les préparations de l'autre ont dépassé, ou bien c'est que tu as oublié de faire quelque chose. Il y a un mouton que tu n'as pas étillé ici parce qu'il fallait tuer ça là-bas. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Oui, mais... On n'est jamais, de toute façon, responsable. Ces gens-là ne sont jamais responsables des résultats derrière. Il y a toujours quelque chose que vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas aligné quelqu'un, alors que si vous aviez accepté l'aligner, vous allez gagner. Le mysticisme, en tout cas dans le football, vous y croyez ou pas? Vous savez, moi je suis Naouda de Doufelgou. Nous, on prétend que nous sommes les plus gros sorciers du pays. Bon, je ne vous dirai pas si c'est vrai ou c'est faux. Hein. J'allais même vous poser la question. Je ne sais pas, avion, vous en avez ou pas hein? Il y a l'aéroport. De toute façon, si on en a, je ne vous dirai pas. Mais quelle que soit la préparation ici que vous faites, si vous n'avez pas un bon effectif, si vous n'avez pas des gens qui sont motivés, qui veulent jouer, ça ne va rien donner. C'est-à-dire que le mysticisme, c'est peut-être un catalyseur, j'en sais rien. Moi, je suis plutôt un scientiste et je crois beaucoup plus à la science. Mais quelle que soit la préparation que vous faites, si vous ne mouillez pas le maillot, si vous n'avez pas une bonne stratégie, ça ne va pas marcher. C'est clair. Donc aujourd'hui, c'est gênant de donner l'impression que les Togolais, chaque fois qu'on gagne un peu, ou bien quand on fait match nul, parce que j'ai entendu dire que lui, il a fait un peu, c'est pour ça la dernière fois on a fait match nul. Match nul, voilà. Honnêtement, sérieusement, quoi. Si aujourd'hui on avait ramené 20 Coupes du Monde, le gars là même lui donner 2 milliards, on lui donnerait. Ok, oui. J'ai une question, mais... Toujours lié à... Bien sûr, à Bodé. un commentaire avant. L'honorable a dit quelque chose qui est très pertinent. Aujourd'hui, quand nous regardons les éperviers jouer, on ne sent pas cette motivation. On ne sent pas les gars qui sont là, genre pour vraiment mouiller le maillot et faire plaisir. Mais quand nous avons vu l'équipe nationale en 2005, en 2006, quand nous les avons vus en 2013, même quand il leur arrivait de perdre, ils perdaient avec la manière. Merci. Ils perdaient avec la manière et on ne s'enflammait pas parce qu'on se disait, au moins ils ont joué. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les éperviers jouer, vous priez qu'ils perdent. Parce que c'est... Oui. Non, faut pas exagérer non plus. Non. Attendez. Priez pour qu'ils perdent, non. Ah oui. On n'est plus surpris. Oui, mais voilà, mais on ne va pas quand même prier pour qu'ils perdent. Non, ça dit que des ratés que vous ne comprenez pas, pour des professionnels qu'on a choisis, des ratés que vous ne comprenez pas. Ils ont payé à coup de millions. Ah oui, que vous ne comprenez pas. Vous vous demandez, mais le football qu'on nous a vendu ou la nouvelle organisation qu'on nous a vendue, elle est où? Maintenant, entre-temps, est-ce que M. Bodé
laissons s'il verse l'eau ou pas. Est-ce que M. Bodé mérite vraiment ces 25 millions qu'il réclame ou pas? C'est ce que moi, j'aimerais savoir. Oui, mais pour moi, c'est-à-dire que si aujourd'hui, M. Bodé nous produit un contrat ou bien une facture, moi, je l'ai dit quelque part que moi, je serais prêt à aller peut-être toquer même les portes de la fédération. S'il produit que j'avais un contrat avec vous, vous devez me payer ça. Avec la fédération. Avec la fédération. Oui. De toute façon, son créancier, c'est la fédération. Oui. J'avais un contrat qui n'a pas été payé. Nous tous, on serait prêts à aller. S'il y a des traces écrites du fait qu'il y a eu un engagement de la fédération vis-à-vis de lui et qui n'a pas été respecté. Pour ça, moi, ce que je dis, ce qui me choque, c'est de dire, si vous ne payez pas les 25 millions, vous ne gagnez pas. Ça, je trouve que ce n'est pas normal. Mais s'il y a des traces écrites qui disent, OK, écoutez, moi, j'ai fait une prestation, vous deviez me payer, vous n'avez pas payé, donc je veux qu'on me paye. Parce que, vous savez, c'est tellement facile. Moi aussi, je peux me lever pour dire qu'on me doit 50 millions. Hein. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes quand même dans une civilisation de l'écrit où, hypothèse numéro 1, la seule personne qui aujourd'hui peut faire un témoignage, demain si la personne vit encore, c'est le colonel Rock qui peut dire « Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque, on doit le payer, il y a un problème. » Parce que quand il va jusqu'à vous dire qu'il va prendre 300 millions, 400 millions, 500 millions au Ghana, c'est dangereux. C'est particulièrement dangereux. Ça veut dire que, en fait, quelles sont les sources où on va... Oui. Bon, s'il peut nous montrer, moi, si la campagne arrive bientôt, je peux aller chercher là-bas aussi. On ne sait jamais. Parce que comment il faut... Comme ça, vous m'envoyez, et puis, mais à la fin, il ne faut pas me tricher. C'est vrai que... Il dit, on va trop tricher, on va trop quand tricher. Quand vous prenez la chose... Le buisson ne va pas se tenir. Ah, il risque de verser l'eau. Quand vous prenez la chose, si quelqu'un va prendre 400 millions en traversant les frontières, honnêtement, comme je l'ai dit, moi, je connais un peu comment ça s'est passé à l'époque, il ne repart pas les mains vides. Excusez-moi, c'est que bon... C'est qu'on ne veut pas rentrer dans certains détails, mais chacun, ce que je dois dire pour conclure cette affaire, c'est que chacun s'est mis bien dans cette histoire-là. Chacun s'est bien gavé. Et aujourd'hui, c'est un peu dommage que... Bon, voilà, quoi. Il a une maison, il réclame une seconde. Hein. Ah bon, ok. Toujours... Non, par rapport à M. Bodé, c'est une seule question qui me dit pourquoi maintenant? Depuis 2006, maintenant, pourquoi c'est maintenant qu'il ressort cette histoire-là? Parce que c'est un peu ambigu. Et comme l'a dit monsieur l'honorable, je le répète, tout ce qu'il raconte, c'est vraiment dangereux. Que ce soit cette histoire d'argent ou de dire on a enterré des trucs qu'on a déterrés. Donc il n'est même pas patriotique. Donc il était là juste pour se gaver les poches. Parce que s'il faut enterrer des choses pour que l'équipe togolaise aille loin. Pour avoir enlevé, il a aussi ses raisons. Bon, voilà, à cause de lui seul, il prive près de 8 millions de personnes de victoire des éperviers. C'est un peu difficile. Mais si c'était vrai. Voilà. Une petite précision. Je pense que les comptes performance des éperviers, je pense que c'est un peu plus parce qu'on est en train de changer de génération aussi. Voilà, parce que là, maintenant, c'est de nouvelles têtes qui sont en train d'arriver et il n'y a pas de motivation. Parce que la dernière fois, j'étais au stade. Avant d'entrer même au stade, en fait, il y avait un embouteillage. Dès qu'on a marqué un premier but, il y avait Bonhomme qui faisait déjà demi-tour. Si à 10 minutes, on a pris un but, les gens venaient pour... Il y a la démotivation. Voilà, bon, les gens venaient pour assister à la défaite. Mais pas si vite encaissé. Non, pas à la défaite. Non, arrêtez ça. Non, ils venaient pas pour assister à la défaite. Non. J'étais au terrain. Non. Vu les commentaires. J'y étais aussi. Non, attention. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens ne sont plus surpris quand le Togo perd, quoi. Oui, c'est devenu une norme. Donc, bon, que le Togo perde... Non, c'est triste, mais c'est vrai. Non. C'est devenu une norme. Chaque fois qu'on va au terrain, on espère. On a toujours espoir, voilà. Donc, en se disant, parce que c'est pour ça qu'on va. C'est-à-dire qu'on se dit, si on a perdu 9 fois, la 10e fois serait bien, on va gagner. On ne va pas en disant qu'on va perdre. On va en espérant une surprise. Malheureusement, c'est que la surprise n'arrive pas. Ce que je peux dire, là où je suis d'accord avec vous, c'est que quand on perd, ce n'est plus une surprise. Voilà. Mais on ne vient pas pour que. Voilà, gris-gris dans le football, ça marche ou ça ne marche pas? J'ai eu une vidéo. C'est signé nos confrères, en tout cas d'une chaîne internationale. On regarde d'abord cette vidéo et puis on commente. Petit détour par le Rwanda, c'est désormais officiel. La Fédération de football a décidé d'interdire la sorcellerie. Une affaire prise très au sérieux après un incident survenu lors d'un match de championnat entre le Mukura Victory et Rayon Sport. C'est ce geste de Moussa Camara, on va le voir, qui a provoqué la colère des joueurs de l'équipe rivale. On y voit l'attaquant du Rayon Sport venir déposer quelque chose dans le but du camp adverse. Pour les Mukura Victory, il s'agit d'un acte de sorcellerie. Après avoir écopé d'un carton jaune, Moussa Camara inscrit un but de la tête. Alors, pur hasard ou effet de la magie, à vous de juger.
Quoi qu'il en soit, la fédération rwandaise va sévir. Les contrevenants s'exposent désormais à des amendes, voire à un déclassement de leur équipe. Honorable, peut-être je résume un peu. Ils ont joué presque 90 minutes, ils ont eu des occasions, ils n'ont pas marqué. Il a fallu que le joueur en question aille déposer un objet dans les poteaux adverses à 4 minutes de la fin. C'est déjà les arrêts de jeu. Non seulement il est coupé d'un carton jaune, mais juste derrière l'action qui a suivi, c'est lui qui marque voilà, le but de la victoire d'un coup de tête. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo, c'est tout simple. C'est-à-dire que si tout à l'heure, comme on était en train de dire que les Naoudas sont des grands sorciers, si je te regarde dans les yeux en te disant que toi là, si dans une semaine tu te retrouves, tu vas voir, tu vas tomber malade. C'est clair. C'est tout. C'est-à-dire que c'est l'effet placebo. C'est-à-dire, il suffit tout simplement, à partir du moment où toi, tu es persuadé qu'il a mis quelque chose, oui. Ben voilà, c'est-à-dire que c'est l'effet placebo. C'est pas... Honnêtement, si les choses là marchaient, nos amis béninois prendraient la Coupe du Monde toutes les années. Hein. Indien. Non, on ne va pas aller loin. Nos amis béninois. Finalement, eux, ils ont même changé de nom, mais ça ne marche toujours pas. Non, mais ils sont plus écureuils, maintenant c'est guépard. Oh. Ah oui, mais ça ne marche toujours pas. Il peut même devenir lion ou éléphant, ça va rien. Je crois que l'honorable Pour terminer, a dit oui, quelque chose pour de terminer. pertinent, en fait. Avant qu'on ne se fie au côté spirituel, il faut réunir les conditions. En fait. Est-ce que les conditions sont réunies? Du moment où les conditions sont réunies, je crois qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Très bien. Un autre sujet honorable, les résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitat sont disponibles depuis mardi dernier. La population togolaise est chiffrée à 8 95 498, dont 48,7% d'hommes et 51,3% de femmes. Quel regard avez-vous sur ce processus qui a donc connu son épilogue la semaine dernière? Non, bon, le recensement, c'est vrai qu'en dehors de quelques petites difficultés, c'est plutôt bien passé. Je suis un peu surpris par la taille de notre population, parce que ça fait près de 4 ou 5 ans, on disait, depuis qu'on est à 8 millions. Ah, 8 millions, oui. Donc, du coup, ben, là, on est 8 millions juste. Et attention, ce n'est pas 8 millions de Togolais, c'est 8 millions de résidents. De résidents, très bien. Voilà, parce qu'il faut faire la nuance. Nous ne sommes pas 8 millions de Togolais, mais c'est 8 millions de résidents. Maintenant, dans ça, là, il faut enlever. Si on enlève les étrangers, donc bah, il ne nous restera peut-être pas, on sera peut-être à 7 millions. Bon, premier élément. Deuxième élément, mais ce qu'on savait déjà, c'est que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, parce que les hommes meurent trop vite. C'est à cause de tes affaires de Gapo, là, c'est ça. Voilà. Et pour finir, on a deux autres éléments qui sont quand même un peu, où je me pose des questions. C'est d'abord le taux d'urbanisme, parce qu'on a quand même un taux d'urbanisme, la population urbaine fait 53%, ça me paraît quand même assez... voilà. Non, la population rurale fait 53%. Voilà, 53%, voilà. Bon, maintenant, ça dépend. Urbaine qui fait 47%, c'est pas ça dépend de ce qu'on appelle ville. Parce que si Niamtougou et Sioux sont appelés ville, ouais, c'est vrai qu'on peut arriver à ce taux-là assez rapidement. Et puis, le dernier élément, c'est beaucoup plus la densité. Ça veut dire quand même qu'on a une densité plutôt faible. On est à 143 habitants au kilomètre carré. Voilà. Mais bon, maintenant, après... ça, c'est les résultats bruts. Et on va affiner pour regarder la pyramide des âges, ainsi de suite. Et peut-être même qu'on pourra voir quelle est la population, quel est le volume vraiment de la population de Togolais par rapport à tout ça. Mais ça reste des indicateurs, normalement, il faut le faire régulièrement. Et ça reste des indicateurs qui permettent de planifier toutes les politiques de développement. Et pour nous autres qui voulons un jour prendre le pouvoir, ça nous permet de savoir que... Lequel? Bon. Il y a deux pouvoirs au Togo. Fais attention. Oui, Luc. Oui, en quoi ce recensement peut être utile pour nos communes qui ont repris service il y a quelques années? Non, mais le premier élément, c'est de savoir, par exemple, une cartographie de la pauvreté dans une commune. Vous savez, la dernière fois qu'on a fait nos visites, on a dit qu'on a donné alors que personne n'a vu là. La prochaine fois, avec ce recensement-là, ça permet... Beaucoup ont vu, ici, beaucoup ont vu. Ceux qui ont vu là, ce n'étaient pas les pauvres. C'est les gens qui ont vu là, ce n'est pas les pauvres. Les vrais pauvres n'ont rien vu. Donc, ça permet d'avoir une idée, par exemple, sur la cartographie de la pauvreté dans les milieux. Ça permet aussi de savoir, par exemple, dans notre commune, il y a combien de personnes. Et quand je parlais tout à l'heure de la pyramide des âges, combien de jeunes, combien de vieux, ainsi de suite. Donc, c'est autant d'éléments qui permettent de mettre en place une politique de développement
qui va être ciblée, qui va être inclusive et permettre à ce que quand on vous demande des données, que vous puissiez les fournir parce que beaucoup de bailleurs ont besoin de ces données-là pour savoir il y a combien de femmes qu'il y a dans telle commune, il y a combien d'hommes, il y a combien d'enfants, ainsi de suite. Donc, c'est des données qui sont importantes et qui permettent réellement d'orienter les politiques de développement dans tous les milieux, que ce soit au niveau national ou au niveau des communes. Oui. Par rapport aux échéances électorales qui arrivent. Il y a une question plus tard, non? Non. Ok. Vas-y. Non. Alors, avant que tu n'arrives à ta question, dans 31 ans, la population va doubler. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose en soi? Non, mais c'est terrifiant. Parce qu'aujourd'hui, nous n'arrivons même pas à manger en étant 8 millions. Si on double, comment on va faire? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que, par exemple, sur le plan alimentaire, nous dépendons exclusivement de l'extérieur. Nos productions, que ce soit en termes de c'est uniquement le maïs, où on arrive qu'à mettre un peu autosuffisant, sinon le riz, ainsi de suite, on dépend de l'extérieur. Tous les produits carnés nous viennent de l'extérieur. Donc, si on va doubler sans être en mesure de doubler aussi notre production alimentaire, ça va poser un gros problème. Ça, c'est le premier. Le deuxième, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes en 2023, par an viennent sur le marché de l'emploi à peu près 80 000 jeunes. Et l'État, la plupart des concours, c'est entre 4 et 5 000. Donc, si on double, vous aurez quelque chose comme 200 000 jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi. Et donc, ça va créer des problèmes très importants liés au chômage, liés au sous-emploi. Et ce qui va automatiquement nous générer ce qu'on voit dans certains pays, les départs à l'immigration. Parce que les jeunes, ils ont envie de se réaliser, ils ont envie d'avoir des voitures comme nous autres, ainsi de suite. Et s'ils voient que ça ne va pas, il a envie de partir, soit par le Sahel ou bien par la mer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut adapter. Moi, je pense qu'au bout d'un certain moment, entre-temps, la TBF faisait quelque chose. Il faut revenir là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que le nombre d'enfants est inversement proportionnel aux moyens. C'est-à-dire que les gens qui ont un peu l'argent ont peu d'enfants. Et ceux qui n'ont pas de goût, là, c'est eux. Mais toujours avec son affaire de gâteau. Bon, allez. Donc, du coup, il va falloir, quelque part, sans forcément dire qu'on fait on ne va pas faire comme les Chinois à l'époque, mais sensibiliser les gens. Parce que moi, vous savez, moi, je suis tout le temps dans les villages. Dans les villages, vous voyez quelqu'un, il est paysan, il est peut-être enseignant volontaire à 10 000, 15 000 francs par mois, mais il a 5, 10, 15 enfants avec 3 femmes. Et il est évident que pour les 15 enfants, ça va être compliqué. Donc, le faire. Et puis, aujourd'hui, nous reconnaissons, la Banque mondiale l'a dit, nous sommes l'un des pays qui ne valorise pas suffisamment notre agriculture. Nous sommes sur des rendements qui sont très, très faibles. Il va falloir mettre vraiment l'accent sur l'agriculture pour augmenter nos rendements. Parce que si nous n'arrivons pas à nourrir notre population, on risque un jour de se retrouver avec des émeutes, de la faim dans nos pays, parce qu'on n'arrivera pas à nourrir les populations. Et puis quand on regarde ces résultats, on se rend compte quand même que le Grand Lomé se taille la part du lion en termes d'occupation des populations du territoire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire la disparité entre le Grand Lomé et les autres localités de l'intérieur? Écoutez, en réalité, aujourd'hui, quand vous regardez, Lomé, donc le Grand Lomé, c'est à peu près 2 millions, je ne sais plus, 500 ou je ne sais plus. Et les autres villes les plus importantes, Karaï, autour de 140, ainsi. Donc le fossé est grand. Très grand. D'abord, c'est que sur le court terme, ça va être compliqué, parce que c'est un phénomène qu'on voit dans toutes les capitales africaines. Des villes comme Lagos, Abidjan, ainsi de suite, elles sont... c'est des mégalopoles. À la limite, Lomé est petit. Quand vous regardez les autres capitales de la sous-région, Lomé, là, c'est un village. Et quand tu prends la voiture, en 1 heure, tu as fini le tour. Donc, sur le fond, on n'est pas encore arrivé à l'étape de grosses mégalopoles. En réalité, on n'a vraiment pas de bidonville à Lomé. C'est-à-dire que quand vous regardez Lomé, allez dans d'autres capitales, vous avez ce qu'on appelle bidonville. Ici, vous avez une maison d'un ministre, à côté, vous avez un Kwacha. Mais bon, tout le monde vit. Voilà. Donc, Lomé, je pense que si on met en place un vrai plan urbain, un plan directeur, on peut encore régler le problème, commencer à construire en hauteur. Parce que Lomé, on construit trop en largeur, et il faut commencer à construire en hauteur. Parce qu'en construisant en hauteur, on va régler beaucoup de problèmes de voirie, et ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, Mais le vrai problème, c'est qu'au Togo, quand tu n'as pas ta petite maison là, c'est que tu n'as pas réussi. C'est-à-dire que même si on te paye 6 000 là, on ne sait pas, bon, pour le moment, on ne sait pas si c'est 35 000 ou 52 000. C'est allé à 52 000. Mais tu payes 52 000. Officiellement. Si même tu es payé 52 000, il faut que tu aies ton petit poulailler. Donc, ce qui fait que malheureusement, c'est ça qui fait que la ville s'étend
de façon horizontale, alors que l'idéal, c'est vraiment faire des habitats, ce qu'on appelle HLM, construire en hauteur, louer des appartements, pour faire en sorte qu'on puisse centraliser les services sociaux. Parce qu'aujourd'hui, si on a des problèmes de voirie, on a des problèmes d'écoulement des eaux, tout ça, c'est parce que ça s'étend. Et quand quelqu'un construit sa maison, à partir du moment où on considère que c'est sa maison, ne lui dis pas de construire des latrines, il te dit que c'est lui qui a fait son prêt, il a construit sa chose. Oui, malheureusement, oui. Donc voilà, donc du coup, il faut qu'on anticipe. Pour le moment, si on n'anticipe pas, si on est à 4 millions dans quelques années, on aura en ce moment-là de vrais problèmes. Quand vous regardez beaucoup de capitales en Afrique, pour le moment, Lomé n'a pas d'embouteillage. C'est rien. Non. Ah, même si on se plaint pas. Non, c'est rien. Allez, quand tu fais embouteillage de 8 heures. C'est-à-dire que c'est le temps pour aller chez toi, te dormir et revenir. Tu es dans l'embouteillage là. Donc, du coup, si on anticipe, on peut régler les problèmes parce que nous, pour le moment, on a quand même une ville relativement sous-peuplée par rapport à ce qu'on trouve dans d'autres pays de la sous-région. On va parler élections honorables. On sait, le processus, il est lancé et on aura les régionales et puis derrière les législatives. Mais il y a déjà une polémique. Il y a la dynamique Monseigneur Kodjuro, la DMK, que vous connaissez très bien, une coalition de cette partie politique, et cette association créée donc en 2000. Eh bien, cette dynamique estime que l'organisation des prochaines échéances électorales, surtout régionales, qui doivent en tout cas aboutir à la création du Sénat, n'est pas opportun au regard du coût exorbitant et aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d'une deuxième chambre, selon la DMK. Que pensez-vous Vous savez, le budget de l'Assemblée nationale, c'est 6 milliards. La route Lomé-Vaugan, c'est 26 milliards. Qui ont disparu, entre guillemets. Donc, en réalité, non, mais pour dire la vérité, c'est que l'Assemblée nationale n'est pas budgétivore. Et aujourd'hui, les projets qui sont en train d'être mis en place, c'est l'idée même d'avoir pour le moment la même salle, par exemple, pour les plénières. Je vois ce Sénat-là peut-être avec un budget peut-être de 2 ou 3 milliards. Ce n'est pas la chose la plus budgétivore, c'est le premier élément. Le deuxième élément, si vous me donnez 2 secondes, c'est que souvent les gens ne savent pas ce que c'est que le Sénat. On a la chambre haute, donc qui est le Sénat, et la chambre basse, qui est l'Assemblée nationale. La chambre haute, c'est la chambre qui est technique, où les gens pensent beaucoup plus question de l'intérêt national, alors que la chambre basse, qui est l'Assemblée nationale, c'est là où on fait la politique. C'est-à-dire que là où, si même c'est rouge, et que ton parti dit que c'est vert, tu dis que c'est vert. Point. Et tu tiens. Alors qu'au Sénat, si c'est rouge, même si ton parti dit que c'est vert, tu vas toi aussi, tu le c'est rouge. C'est pour ça que souvent au Sénat, on a des personnes qui sont en fin de vie, qui sont en recyclage et qui ne sont plus dans les joutes que nous, on a au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que quand un texte arrive, il part au Sénat, le Sénat regarde si c'est utile. Et c'est surtout pour le développement des collectivités territoriales, les communes et les régions. Donc aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas budgétivore. Pour moi, ça peut permettre de tempérer un peu les ardeurs de nous autres à l'Assemblée nationale, ou nous-mêmes qui sommes petits là. Chaque fois on vote, nous on lève la main, mais on ne nous regarde pas. Donc, si vous avez un Sénat, il peut corriger l'affaire de la majorité mécanique où, bon, quand tu dis que tu n'es pas d'accord, on dit on n'a qu'à voter. Et puis c'est fini. Toi-même, tu es minorité, et puis c'est fini. Donc, pour moi, ça reste quand même quelque chose de bien. Il faut savoir que les élections régionales, aujourd'hui, nous avons 2 niveaux de décentralisation. On a les communes, c'est bien. Mais maintenant, au-dessus des communes, tu as les préfectures et les régions qui n'ont pas de collectivité décentralisée. Donc, les régionales vont s'occuper de ça. Quand il y a, par exemple, des problèmes liés au CHR, c'est les régions qui s'en occupent. Des problèmes liés aux lycées scientifiques, aux universités, c'est les régions qui s'en occupent. Donc, il y a énormément de zones de compétences. C'est bien séparé. Ce n'est pas uniquement qu'on fait les régionales pour aller faire les sénatoriales. Attention. Les régionales, c'est pour occuper le deuxième niveau de décentralisation. Mais c'est que ces régionales-là vont mettre en place donc, tous les élus locaux, à savoir les conseils municipaux et les conseils régionaux, qui vont élire les sénateurs dans une élection indirecte. Ça, il faut qu'on les explique aux gens. C'est l'élection indirecte. C'est-à-dire que c'est les conseillers et les conseils municipaux et les conseils régionaux. Donc, ce n'est pas nous tous là qui allons voter. Ils vont voter dans leur conseil. Et puis après, on va élire les sénateurs. Et on a un sénateur par préfecture. Donc, c'est quand même, le Sénat, je pense qu'ils seront peut-être 49 ou quelque chose comme ça. C'est tout petit. Mais ça reste sur le plan des institutions un bon recours pour parler intérêt du pays, là où l'Assemblée parle intérêt partisan. Très bien. Et toujours, on reste avec la DMK, mais il y a une autre polémique. Elle est prête à aller aux législatives, mais il se fait que le prélat, en tout cas dont la dynamique porte le nom, n'est pas d'accord. Non, mais elle est prête pourquoi? Qu'est-ce qui a changé entre 2018 et aujourd'hui? Non, il faut dire les choses. 2018,
code électoral qu'on avait en 2018, là, c'est le même. Tu comprends? Donc, tout ce qui était en 2018, c'est la même chose aujourd'hui. Mais donc, on dit en minimum, ton ababena, quoi. Tu comprends? C'est-à-dire que quand tu dis oui, là, tu dis oui, c'est moi. Quand tu dis non, il faut dire non, c'est bon, rien n'a changé. Le prélat a raison. Ah, pardon, il n'a qu'à faire. Moi, s'ils ne viennent pas, moi, ça m'arrange. En parlant d'arrangement, au dernier Conseil des ministres, il a été décrété que bientôt, d'ici la fin du mois, le recensement aura lieu. 29 au 3 juin. Le recensement aura lieu. Est-ce qu'au niveau du net, vous êtes déjà prêt? Au niveau du net, est-ce que vous êtes déjà prêt pour ces élections-là? Non, ben les élections, aujourd'hui, on a 2 cas de figure. Soit on fera les régionales après les législatives. Vous savez, les législatives ont un délai constitutionnel. Elles doivent avoir lieu au minimum 1 mois avant la fin du mandat des députés qui finit le 8 janvier. Donc, on doit organiser les élections législatives maximum le 8 décembre 2023. Les élections régionales n'ont pas de délai constitutionnel parce que bon, on peut les faire n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a 2 schémas. Soit on les fait régionales et législatives, ou bien on fait coupler. Il y a les deux cas de figure. Mais nous sommes prêts depuis. Si vous suivez un peu notre actualité, nous sommes le seul parti qui est resté sur le terrain depuis les dernières élections. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font comme au bac, ils révisent la veille. Nous, on révise dès le premier jour de la rentrée, tout simplement. Donc oui, nous sommes prêts, tout simplement. Aujourd'hui, nous sommes présents dans plus d'une quarantaine de CELI 656. Donc on est implanté sur l'ensemble du territoire. Lors des dernières élections, nous sommes le parti qui, après, à la limite, unir, est présent sur l'ensemble du territoire. Nous sommes à Kbendial, nous sommes dans la région des Savanes, dans la région Kara, dans la région centrale, dans la région des Plateaux et Lomé. Et nous continuons aujourd'hui, nous sommes la 3e force de l'opposition en termes de nombre de députés et nombre de conseillers. Nous continuons à faire en sorte que, ben voilà, je dis horizon 2030, donc on prépare. Oui, Armel. Oui, j'ai une question un peu particulière. Ne pensez-vous pas que ce serait plus économique de coupler toutes ces élections que de faire présidentielle, après prévoir un budget pour les législatives, après les sénateurs, et ainsi de suite? Il n'y a pas moyen de le faire? Moi, la proposition que j'ai toujours faite à l'époque du CNAP, ceux qui étaient au CNAP peuvent témoigner, c'est que nous avons fait, pour moi, une erreur en 2019 pour modifier la Constitution. On a ramené le mandat des députés, des sénateurs et des conseillers à 6 ans, 6 ans, oui. En maintenant celui du président à 5 ans. Moi, je n'ai rien compris. Nos amis du grand parti, là, parfois, on ne les comprend pas. Quel grand parti? Il y a combien de grands partis ici? Il n'y a qu'un seul grand parti. Sinon, si ça dépendait que de moi, on ramène toutes les élections en 2025, législatives, sénatoriales, régionales, tout, 2025, et on fait ça un coup KO, en ramenant tous les mandats à 5 ans. Comme ça, on sait qu'on fait des élections générales tous les 5 ans. Et comme vous savez, une élection, c'est entre 14 et 20 milliards. C'est beaucoup d'argent. Les gens disent budgétivore que l'Assemblée nationale, Sénat, là, 20 milliards. Bon, les gens mangent dedans. Mais 20 milliards. Et ils se connaissent. Donc, si on doit faire des élections, vous voyez, on a fait les élections en 2018. On a fait des élections en 2019. On a fait des élections en 2020. Mais ça coûte de l'argent. Et pour nous, les petits partis, là, mon frère, on a vendu les terrains faciles. Il ne reste plus rien. Donc, faisons une élection générale. On peut faire législative et présidentielle couplées, parce que c'est la Cour constitutionnelle qui est l'autorité de régulation. Et on fait les conseillers municipaux et régionaux couplés, parce que c'est la Cour suprême. Et on fait des économies. C'est la même carte d'électeurs qu'on utilise, et puis on est tranquille. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Honorable, on arrive au terme de ce numéro. Par quel message vous aimeriez conclure cet entretien? Non, moi j'ai 2 messages. Le premier, c'est apporter tout notre soutien à nos forces de défense et de sécurité qui se battent vaillamment pour nous permettre de circuler tranquillement à Lomé ici. Et apporter aussi ma solidarité aux populations du Grand Nord. Elles sont sinistrées. Et je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants ici. Et dire à tous les jeunes, lisez. Pour votre culture générale, lisez. Même si vous achetez votre coin et c'est empilé dans un journal, il faut lire. Parce que c'est uniquement par la lecture que vous faites la différence. L'enseignement l'ivresse, et on l'apprend partout, il n'y a pas de souci. Mais lisez, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on parle de TikTok, il y a de l'addiction, mais lisez énormément, parce que c'est la seule chose qui vous fera la différence. Et bah, peut-être que demain, on aura des ministres et des députés dans le groupe qu'il y a derrière. Merci beaucoup. Honorable Jerry Tama, président du parti politique Nouvel Engagement Togolais, le NET.
et député à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être ici. Ah oui, ça a été un bonheur en tout cas de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup à toi Didier Bouban d'être passé. Et Armel, merci. Merci à toi. Et bonne fête. Oui, bonne fête à tous les téléspectateurs. Voilà. Ben voilà. Bonne fête de Pâques à tous. Et le prochain numéro, c'est le dimanche prochain, bien naturellement à 14h30. Et si vous avez raté quelques secondes de ce numéro, vous pouvez vous rattraper en rediffusion vendredi à 14h10. Bonsoir.